Le soleil se levait lentement sur les collines rougeâtres d'Afrique, baignant la terre d'une lumière dorée, comme pour bénir une nouvelle journée. Ce même soleil avait vu naître des générations entières de femmes fortes, de bâtisseuses silencieuses, de mères de la nation, de combattantes de l'ombre et de reines de lumière. Aujourd'hui, leurs voix ne sont plus contenues dans des murmures. Elles résonnent dans les parlements, les entreprises, les écoles, les rues, et jusqu'aux sommets les plus prestigieux du pouvoir. Voici leurs histoires, une traversée d'espoir, de lutte, et de triomphe. Voici les visages de la résilience et du courage, les figures de la transformation. Awa Diouf, né dans un petit village du Sénégal, se tenait un matin devant un auditoire international à Genève. Son discours sur l'éducation des filles dans les zones rurales captiva l'attention du monde entier. Mais peu savaient qu'Awa avait autrefois marché 10 km par jour pour aller à l'école, refusant de se marier à 14 ans comme ses cousines. Elle avait convaincu son père, un vieux cultivateur aux mains calleuses, que son avenir se trouvait dans les livres. Elle avait tenu tête à une société entière, porté sa voix plus loin que les barrières dressées par la tradition, et transformé cette voix en une fondation qui, aujourd'hui, scolarise plus de 10 000 filles en Afrique de l'Ouest. Son rêve n'était pas seulement d'apprendre, mais de faire apprendre. Dans un autre coin du continent, à Nairobi, vivait Njeri Wambui, une entrepreneure à la détermination de faire. À 30 ans, elle avait fondé une start-up verte qui recyclait les déchets plastiques pour construire des matériaux de construction durables. Mais avant de devenir lauréate d'un prix international de l'innovation, Njeri avait connu les marchés de rue, vendu du savon artisanal pour survivre, dormi sur un sol en béton froid avec sa sœur. Elle n'avait ni réseau, ni capital, mais elle avait une idée. Et surtout, elle avait cette conviction, presque sacrée, que l'Afrique ne manquait pas de ressources, seulement de foi en elle-même. Elle créa une entreprise dirigée uniquement par des femmes issues des quartiers pauvres, offrant à chacune une part du capital et un accès à la formation. Njeri bâtissait plus que des briques écologiques. Elle bâtissait des vies. Au nord, dans le tumulte de Khartoum, Amal Hassan affrontait les regards méprisants du Parlement. Première femme élue dans sa circonscription, elle avait osé parler de violences domestiques, un sujet tabou, presque interdit. On la traita de traîtresse à la culture, on brûla des effigies à son image, on tenta même de l'intimider avec des menaces de mort. Mais Amal ne céda pas. Sa voix, tremblante au début, devint le cri d'une génération. Elle fit voter une loi historique pour la protection des femmes, la première du genre au Soudan. Elle avait compris que parfois, la justice naît de la douleur, que chaque coup porté à son corps devenait une pierre de plus dans la construction d'un monde plus sûr pour les autres. Plus à l'ouest, dans les rues vibrantes de Lagos, brillait la star montante du développement communautaire, Ifeoma. Cette jeune femme avait abandonné un poste prestigieux dans une banque multinationale pour retourner dans son quartier d'enfance, Ajegun, l'un des plus défavorisés du Nigeria. Là, elle lança un programme d'autonomisation pour les femmes seules, leur enseignant la gestion financière, la couture, la coiffure, et surtout, la dignité. Elle croyait que chaque femme, même brisée, avait en elle une lumière qu'il suffisait d'alimenter. Sa mission, allumer des étincelles, des milliers, jusqu'à créer une constellation de femmes debout, libres, prêtes à transformer leur monde. À Accra, c'était une autre histoire qui s'écrivait, celle de Nana Ama, avocate et activiste des droits des enfants. Elle avait grandi dans un orphelinat, sans nom, sans héritage, mais avec une rage tranquille contre l'injustice. Chaque fois qu'elle plaidait devant la Cour suprême, on disait voir le feu dans ses yeux. Elle dénonçait la traite des enfants, défendait les petits vendeurs de rue, affrontait les puissants sans peur. Mais Nana Ama ne faisait pas que parler. Elle créa un centre d'accueil, une école, un fonds de bourse. Parce qu'elle savait ce que c'était que de ne rien avoir, elle refusait que d'autres enfants vivent ce vide. Elle prouvait qu'on pouvait naître invisible et devenir indispensable. Ces femmes n'étaient pas seules. De Kigali à Bamako, de Dar es Salaam à Nouakchott, elles étaient des centaines, des milliers, à refuser la résignation. Chacune avec son histoire, chacune avec son combat. Elles étaient scientifiques, ingénieurs, médecins, chefs de village, artistes, militantes. Elles n'étaient pas parfaites. Elles étaient parfois fatiguées, blessées, en colère. Mais elles se relevaient toujours. Un jour,
lors d'une conférence panafricaine sur le leadership féminin à Addis Abeba, une jeune étudiante prit le micro et dit « On m'a appris que mon rêve devait se limiter à mon foyer. Mais aujourd'hui, je veux diriger un pays. » La salle se leva, les larmes aux yeux, car cette phrase résumait le cœur de cette révolution silencieuse, le droit de rêver sans bornes, d'exister pleinement, d'inspirer et de changer. Ces leaders n'étaient pas nés avec des privilèges. Elles avaient, pour beaucoup, grandi dans la pauvreté, l'exclusion, ou la violence. Elles avaient été réduites au silence, moquées, parfois trahies. Mais elles avaient choisi la route la plus difficile, celle qui ne fait pas de bruit au départ, mais qui finit par ébranler les fondations de l'ordre établi. Elles avaient compris que le leadership n'était pas une question de pouvoir, mais de service. Pas une question d'ego, mais d'impact. Pas une question de titre, mais de transformation. Il y avait aussi la docteure Fatoumata Koné, du Mali, qui avait dirigé la lutte contre l'épidémie d'Ebola dans sa région, au péril de sa vie. Elle entra dans des zones interdites, toucha des malades que tous fuyaient, organisa des équipes de soins quand le gouvernement se taisait. Elle disait, « Mon serment, je l'ai fait pour ce qu'on oublie. » Elle perdit un frère dans la bataille, mais sauva des milliers. Et que dire de Selam Mebratou, ingénieur en énergie renouvelable en Éthiopie, qui installait des panneaux solaires dans des zones coupées du monde, offrant pour la première fois la lumière à des enfants qui, jusque-là, n'avaient étudié qu'à la lueur de la lune. Chaque village qu'elle électrifiait, elle le considérait comme un pas vers la justice énergétique. Son rêve, que l'Afrique éclaire l'Afrique. Il y avait enfin Chippo Ndl Obu, du Zimbabwe, poétesse et survivante d'un mariage forcé. Elle transforma sa douleur en mots, sa peur en art, et publia un recueil qui fut étudié dans les universités africaines. Elle disait, « Si ma voix peut empêcher une seule fille d'être brisée, alors j'aurais gagné. » Ces femmes n'étaient pas des exceptions. Elles étaient les éclaireuses d'un mouvement plus vaste, d'une Afrique en mutation. Elles n'attendaient pas qu'on leur donne la permission d'agir. Elles prenaient leur place, avec foi, avec audace. Et elles tendaient la main aux autres, car un vrai leader ne monte jamais seul. À la fin de cette fresque humaine, une vérité s'impose, le courage ne crie pas toujours. Parfois, il chuchote dans l'oreille d'une fillette de 12 ans, « Continue ». Il se lit dans le regard d'une mère qui vend du maïs pour envoyer sa fille à l'école. Il s'écrit dans la détermination d'une activiste qui, menacée de mort, continue de dénoncer. Il s'entend dans la voix d'une entrepreneur qui dit à ses ouvrières, « Vous êtes actionnaire, pas employé ». Célébrer ces femmes, c'est célébrer l'Afrique debout. C'est rappeler à chaque jeune fille que rien n'est hors de portée. Que son histoire, aussi modeste soit-elle, peut transformer le monde. Et si le monde regarde enfin, écoute enfin, alors peut-être que demain, le mot « leader » n'aura plus de genre. Il n'aura qu'un visage, celui du courage.